Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de l'international au multitalent, Véronique Ginca-Salade. Bonjour Véronique. Bonjour Béatrice. Alors Véronique, on va avoir le temps de revenir un peu sur ta carrière parce que je pense que honnêtement, dans l'histoire de Hacking HR, tu es la femme, et peut-être de façon générale, la boss du learning qui a eu la carrière la plus internationale. Tu as sillonné des pays très différents qui vont des Émirats, l'Afrique du Sud et bien d'autres, l'Inde aussi. On va y revenir. Aujourd'hui, tu es la Global Talent Development et Academy Director du beau groupe Expleo. Expleo, on connaît, qui est un des leaders de l'ingénierie, la technologie et du conseil. Tu as aujourd'hui à peu près 17 000 experts qui sont rattachés à ce groupe. Et c'est un groupe qui a la particularité d'être très international, puisque tu es dans plus de 30 pays. Et peu le savent, mais tu es bien sûr présente en France, mais un des plus gros réservoirs de talent est l'Inde, avec plus de, je crois, 5 000 collaborateurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. 4 000, très exactement. 4 000, je m'enflamme. Alors, on va revenir un peu sur ton expérience à Expleo, mais d'abord, j'aimerais un peu remonter le fil de l'histoire et que tu me racontes quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petite. Alors, quand j'étais petite, je suis quelqu'un de très curieux de nature et donc j'ai envisagé à un moment d'être cosmonaute. Donc, je rêvais de découvrir l'espace. Je me voyais très bien être la première femme qui serait embarquée dans une fusée, qui irait découvrir un peu les autres planètes. Aventurière dans l'âme. Exactement. Je suis une Sagittaire et c'est pas pour rien en fait. Ensuite, je pense que de l'espace, je suis passée à la connaissance du centre de la Terre, enfin du centre de la Terre. L'archéologie m'a passionnée pendant tout un moment. J'étais passionnée des cultures anciennes, des Égyptiens. Et je me suis vue, pendant 2-3 ans, devenir archéologue. Et puis ensuite, je me suis dit non, mais en fait, ça serait trop, finalement... Il fallait se concentrer sur un seul sujet et j'étais pas sûre que ça convienne avec ma personnalité qui est quand même multiple en termes de centre d'intérêt. Et là, j'ai envisagé d'être médecin au secours des autres, en fait. C'était un petit peu l'axe qui m'animait à ce moment-là. Et puis, alors, de fil en aiguille, par un peu non-choix et indécision, j'ai été amenée à faire des études de commerce et j'ai commencé une carrière assez standard suite à mon diplôme d'école de commerce. Oui. Et le goût des ressources humaines m'a rattrapée, en fait. T'étais happée. Au bout de quelques années, à la fois m'occuper des autres, m'occuper de développement des personnes, et puis insuffler cette envie de se développer, de connaître, d'apprendre des nouvelles choses qui m'animait depuis longtemps, qui a fait que petit à petit, je me suis orientée vers le métier des RH à l'international avec une ligne directrice qui était le développement des C'est ça, talents. parce qu'on le voit, tu as à peu près 20 années, tu as bourlingué dans plein de pays différents. Exactement. Je crois que tu commences d'abord sur Paris chez Elf Aquitaine, C'est qui est ça. une connue institution française séculaire. Et ensuite, du coup, tu as ton premier grand saut à l'étranger et tu commences par un pays qui n'est pas un des pays les plus évidents. On n'est pas en Europe, tu pars en Afrique du Sud, à l'époque pour le groupe du coup Total Energy. Oui. Alors, en fait, j'ai commencé en Inde, exactement. Ma première expatriation, vraie expatriation, c'était l'Inde pendant 4 ans. Tu es basée où à cette époque ? J'étais basée à New Delhi. Et donc, pour le groupe Total, où j'ai mis en place la fonction RH. L'Inde m'a apporté cette espèce de remise en question totale de nos certitudes, de nos valeurs, de nos modes de comportement, de notre façon de planifier les choses, d'anticiper les choses. On est très cartésien en Europe et on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas été confronté à des personnes qui ont un mode de raisonnement différent. Et Véronique, je veux m'arrêter quelques instants sur cette expérience parce que à ce moment-là, tu as quel âge ? On te dit, tiens. J'avais 32, 33 ans. Et tu as des enfants, Alors, j'avais un nourrisson de quelques mois. Et on te propose l'Inde. Oui. Et tu dis oui, tu paniques pas. Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai attendu quelques mois de pouvoir vacciner mon fils contre certaines maladies dont on me disait que c'était la catastrophe là-bas, on n'allait pas pouvoir se faire soigner, etc. Il y avait une espèce d'image mentale sur l'Inde qui correspondait pas à la réalité. Parce que la réalité, quand on est expatrié, en tous les cas, c'est qu'on a accès à un système de soins très haut de gamme, tout à fait à un niveau. Mais bref, ça, je ne le savais pas. Donc, j'ai attendu quelques mois avant de rejoindre mon conjoint
avec mon fils et j'ai eu 2 autres enfants en Inde dans d'excellentes conditions. Donc, n'ayez pas peur de partir en expatriation à New Delhi. Ok. Oui. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'Inde, c'est quand même, tu le disais, un système de pensée radicalement différent, une société qui est modelée par les castes, Oui. la spiritualité est omniprésente. Oui. Et dans quelle mesure est-ce que ça impacte finalement, tu vois, la façon dont tu gères une équipe, tu mets en place une fonction RH? Alors, je trouve qu'il y a d'abord un rapport au temps et à l'efficacité qui est très différent. C'est-à-dire que ce que je me disais à l'époque quand j'étais en poste, c'est que planifier, anticiper à trop long terme n'allait pas fonctionner. Les équipes que j'avais et mes partenaires et les collaborateurs étaient excellents dans le réactif, étaient excellents dans la solution de problème au moment où le problème se présente, par opposition à anticiper ce qui pourrait se produire et comment on allait le gérer, ce qui est assez européen en fait. On aime bien faire des arbres de décision structurés de façon cartésienne, notre mode de pensée en disant voilà, qu'est-ce qui se passe si je fais ci, si je fais ça, et qu'est-ce qu'on prévoit comme plan d'action, comme métriques, etc. Il y a un rapport à cette logique très différent en Inde. Donc, excellent dans l'innovation quelque part, dans la capacité à trouver des nouvelles solutions par rapport à nous qui sommes plus dans le mode reproductif finalement. C'est-à-dire que quand on anticipe et on planifie, c'est tout sauf imaginer quelque chose de nouveau. C'est reproduire une solution qu'on sait marcher, la prévoir parce qu'on connaît le résultat qu'on va attendre. En termes de... Alors, plus particulièrement sur la partie RH, puisque c'est ta question, un rapport au travail extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en Inde, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de se développer par son travail. Il y a une espèce d'envie de se développer, d'apprendre phénoménale. Qui me donnait, moi, des jeunes candidats qui arrivaient, qui me disaient, mais voilà, vous voulez me recruter pour Total, qu'est-ce que Total peut m'apporter? Ah oui, qui inversait complètement. Un espèce de renversement des rôles. Oui, c'est intéressant. C'est toi qui pitch finalement. Voilà. En France, dire des candidats à l'époque pour travailler chez Total, il y en aurait eu des dizaines. Là, c'était l'inverse. C'est qu'est-ce que vous allez me proposer d'intéressant qui fasse que je vous choisisse vous plutôt qu'un autre. Donc, une remise à plat de nos certitudes. Et c'est extrêmement riche, en fait. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en restant dans l'entre-soi et dans des pratiques collectivement acceptées qu'on peut progresser, me semble-t-il. Donc, c'est en se challengeant sur des environnements nouveaux. Et à l'époque, on parlait déjà de tout ce qui était management interculturel. Oui. On commençait déjà à en parler. Oui. Alors, en fait, sur ce point en particulier, j'avais déjà fait un passage à l'étranger. J'ai fait 1 an et demi d'études aux États-Unis, à Philadelphie. Et j'avais été, initiée aux différences cross-culturelles par une prof qui était incroyable, une Canadienne qui s'appelait Nancy, je ne sais plus, et qui était experte dans les pratiques d'équipes multiculturelles. Dans les années 90, c'était extrêmement précurseur. Il n'y avait pas encore des Erin Meyer, Culture Map, etc. Elle nous faisait faire des role plays dans les années 90. Donc, elle nous donnait des scripts de typologie, d'attitude, de réaction entre le typologie japonais, le type méditerranéen, le type américain. Elle nous faisait jouer des rôles de négociation, de discussion, etc., pour nous faire prendre conscience des contraintes, des réflexes, des habitudes de chacun dans une situation professionnelle donnée. J'avais trouvé ça totalement fascinant. Et je fais juste un petit saut parce que j'ai travaillé récemment, je vais faire un petit coup de pub gratuit, mais parce qu'il le mérite. Allez, on donne. Pour la solution GapsMove, qui a été développée par Thibaut Issindou et d'autres partenaires, qui propose justement un profil. On commence par faire son propre profil de préférence culturelle, et par rapport à ce qu'on définit de soi, ça nous alerte sur la façon dont on va pouvoir se comporter avec quelqu'un qui serait d'origine asiatique, quelqu'un qui serait d'origine nord-américaine, russe. Enfin,
Et j'ai trouvé ça très C'est intelligent. un décodeur de culture. Voilà. Ouais. Parce que c'est un décodeur de culture qui commence par soi, avant de projeter des stéréotypes sur les autres. Donc voilà, j'ai fait ma petite c'était séance. on en parle, parce que je trouve qu'on a aussi besoin, en termes de regard, de comprendre que comment est-ce que soi-même on est structuré. Bien sûr. De nos valeurs, de nos réflexes, de nos préjugés, de nos... comment dire, on prend pour acquis que certains comportements qu'on a sont partagés par tout le monde. Et ça, c'est l'antithèse de la compréhension multiculturelle. Et là où je te rejoins, vraiment, c'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué ces 2 dernières années dans l'univers de l'inclusion. Oui. C'est vraiment le fait qu'on est le résultat d'un construit social et qu'on véhicule tous nos propres stéréotypes qui sont la résultance de notre histoire, notre culture, notre habitus, finalement. Et du coup, après cette première expérience, là, ça y est, tu prends un peu le virus de l'international, puisque tu continues dans ta trajectoire. Oui. Et du coup, c'est là où tu pars en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et comment ça se passe, en fait? Que là, moi, j'aimerais m'arrêter un peu sur ça. Une expatriation, en général, c'est une vie de famille aussi qu'on installe. C'est un quartier, un appartement, des écoles. Oui. Comment tu as fait pour passer ce cap à l'étranger, de nouveau? Alors, je vais quand même dire que quand on est expatrié pour Total, on est quand même très aidé. Le tapis rouge. Donc, on est vraiment très bien pris en charge. Surtout que c'était la grande période des expatriations. Voilà. Après, une expatriation, c'est un vrai déracinement. Oui, tout à fait. Ça, il faut quand même se le dire. Ouais. On part, même si on est aidé, on se retrouve un jour tout seul à Johannesburg. Personne ne vous attend. Vous ne connaissez personne. Pas de famille, pas d'amis. Ouais, c'est repartir à zéro. On repart à zéro. Et si soi-même, on ne s'ouvre pas aux autres, les autres ne s'ouvriront pas à vous. Donc, c'est à nouveau cette espèce d'excitation de la nouveauté, mais c'est un vrai arrachement, enfin un déracinement au sens propre du terme. C'est qu'il faut rebâtir son foyer, surtout quand on a une famille. Moi, j'avais à l'époque 3 puis 4 enfants, parce que j'ai eu ma fille à Johannesburg. De créer ce foyer autour de la cellule familiale et puis des amis, bâtir un réseau de connaissances, se retrouver sur des valeurs communes. Et c'est vrai que à l'étranger, je connais plusieurs pays pour ça, on va avoir tendance à se retrouver en communauté. Il y a toujours cet effet entre expats, entre Français. Mais parce qu'en fait, c'est un peu naturel. Bien et sûr. Je pense que c'est le regard aussi que je peux avoir, moi, maintenant, de retour en France, de pas forcément stigmatiser certains groupes de personnes qui se retrouvent ensemble, tout simplement parce que moi, j'ai vécu ça, parler sa langue, partager des plats communs. Enfin, on a besoin de se retrouver sur des choses qui nous rassurent, qui nous ressemblent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout ouvert au pays dans lequel on est, absolument pas. Mais pour être bien, il faut des deux, en fait. Il faut avoir une zone de confort identifiée qui nous permet d'aller à la découverte de l'autre. Et il y a en plus certains pays où c'est très difficile aussi de se lier d'amitié en local, parce que la culture, l'Afrique du Sud, tu y vas, l'apartheid n'est pas encore est tombé, mais c'est pas si loin. Voilà. Donc il y a quand même aussi une ambiance, une culture. Exactement. Et tu arrives en plus dans la ville de Johannesburg, qui est quand même réputée comme moi quand j'ai voulu aller en Afrique du Sud, mon père me disait mais c'est la ville la plus dangereuse du monde, Johannesburg, n'y va pas. Oui. Dans la mystique occidentale, Johannesburg, c'est Oui. À l'époque, c'était compliqué. Et comment tu vis là-bas? Je vais pas le mentir, j'ai eu mes 3 premiers mois qui étaient vraiment difficiles parce qu'en fait, on vit dans l'insécurité, le sentiment d'insécurité permanent, plus ou moins justifié. Après, il faut pas non plus être naïf. Les agressions se passaient, on était tous entraînés sur le carjacking, donc le fait que la voiture puisse nous être dérobée quand on est au volant. J'avais appris, parce qu'à l'époque, mes enfants étaient en siège auto, j'avais appris à mon plus grand à détacher ses frères et sœurs pour qu'ils descendent à l'avant. Oui, ça met l'ambiance. Voilà, donc c'était quand même lourd. Je vais pas le mentir, c'était lourd. Mais une fois qu'on a intégré ce mode de comportement, qu'on l'intègre dans son quotidien, on avait des electric fence, des panic buttons, des gardes, etc. Quand même panic button, quand même. Oui. Voilà, on se fait à ça ou on s'y fait pas, mais si on s'y fait, après, on vit relativement bien.
Donc nous, on a vécu 6 ans, on a beaucoup voyagé, on a écumé l'Afrique du Sud avec nos enfants et il nous est jamais rien arrivé. Voilà. Et puis le pays est extraordinaire, là, pour le Fascinant. coup, plein de cultures. Oui. Et là aussi, un peu comme l'Inde, tu t'attelles finalement à découvrir une culture qui est multifacette. Oui. Avec l'Afrique du Sud, c'est pas une unité, c'est un fragment, c'est très fragmenté autour de différentes communautés. Oui. Quel est l'impact du coup dans ton rôle au quotidien? Comment est-ce que ça se... Alors, dans mon quotidien RH, c'est un mot, c'est la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on doit décider, orienter toutes nos actions en fonction de la promotion des populations historiquement défavorisées. C'est comme ça qu'on les labelle. Ce qui me vaut d'ailleurs de devoir faire du reporting extrêmement mesuré. Sur des quotas. Hein. Sur des quotas, par sexe, par race. Ce qui n'existe absolument pas en France, ça, pour le coup. Ce qui est totalement interdit. Même interdit en France. Donc aussi expliquer au siège, parce que moi je suis en filiale, expliquer au siège pourquoi ce reporting m'est imposé, pourquoi je dois avoir des outils pour faire ce reporting, et donc développer des solutions en local. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du développement des personnes, pour éviter ce qu'on appelle à l'époque le fronting, c'est-à-dire qu'il y avait des targets, de quotas de personnes historiquement défavorisées qu'il fallait faire monter en niveau de management. Et ce que faisaient beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles mettaient une espèce de pantomime, une façade, avec quelqu'un derrière qui faisait le travail. Plus senior, oui. Donc ça, assez vite, ça a été évidemment démasqué pour dire non, il faut faire de la vraie montée en compétences. Donc, il faut faire un état des lieux des compétences des personnes. Et Total le faisait bien. Enfin, j'étais très heureuse de participer à ça. C'est-à-dire qu'on allait en amont, c'est-à-dire qu'on allait au sein des universités développer des programmes de licence, de master pour prendre, j'allais dire, le problème un peu à la source, de se dire, mais voilà, nous, si vous voulez travailler chez nous, voilà les compétences dont on va avoir besoin. Quand on recrute un ingénieur, voilà ce qu'on va attendre d'un ingénieur. Et donc, on va co-construire le curriculum avec vous. En échange, on s'engage quelque part à prendre des étudiants de chez vous pour rejoindre Total et les faire grandir chez nous à l'aide de nos programmes locaux, globaux, de la mobilité professionnelle, de la mobilité internationale. Donc, on a lancé un programme d'expatriation pour les populations sud-africaines qu'on recrutait. Ça, c'était des espèces de laboratoires expérimentaux qui étaient fantastiques. Et là, du coup, sur ce poste, tu es député VP HR. Oui. Et en fait, l'Afrique du Sud, c'est un peu ton poste central, mais en plus, tu as d'autres pays également que tu gères. J'avais la Namibie, le Mozambique, le Lesotho, le Swaziland qui s'appelle maintenant Eswatini. Et voilà, on avait 5 pays. Donc le pays cœur qui était l'Afrique du Sud, et puis des ramifications dans les pays limitrophes qui s'embarquent exactement au même moment dans les mêmes thématiques. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a un programme de discrimination positive très avancé pour l'époque, et embarque derrière elle la Namibie, l'Ouganda, le Botswana, le Mozambique, sur ces thématiques de finalement, qu'est-ce que vous faites, vous, employeurs étrangers, pour développer les personnels locaux? C'est totalement légitime, en fait, comme demande. Contexte vraiment passionnant. Quoi. Passionnant. Et là, du coup, tu restes plusieurs années et de nouveau, appel de l'étranger. Oui. Et là, tu pars un peu dans un pays qui est un peu le temple de l'énergie, qui est le Venezuela. Oui, quoi qu'il était. Parce que qu'il était là en ce moment. Depuis, c'est... À l'époque, on est en 2013. Ouais. Et comment se passe ce nouveau gap, du coup? Hop, tu te dis, alors, on remet les compteurs à zéro. On remet les compteurs à zéro et je ne parle pas du tout espagnol. Ah oui. Donc là, en termes d'apprentissage, très, très bonne expérience de se retrouver dans un pays dont on ne parle pas la langue. Voilà, c'est une méditation que j'invite tout le monde à avoir, de se dire comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un pays dont on ne parle pas la langue. Donc, si on parle un tout petit peu, les gens vont pas nous comprendre, vont nous prendre pour un imbécile, enfin bref. Espèce de jugement que j'ai vécu parce que je savais pas m'exprimer avec précision sur ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. Voilà, donc ça c'était une vraie expérience. Après les Vénézuéliens, ce pays est magnifique, une espèce de force vive dans la population incroyable.
mais qui, pour des choix politiques, économiques, financiers désastreux, fait qu'ils sont dans une corruption endémique, bien ouais, sûr, grande misère. bien sûr. Et on arrive bientôt en 2015. C'est le moment où finalement tu te dis, 2015-2017, tu Ouais. fais encore une dernière expérience à l'étranger, il y a Abu Dhabi. Oui. Et là, pour le coup, en plus, tu enseignes. Alors, j'ai enseigné au départ à la Sorbonne, qui a une antenne, en fait. C'est assez peu connu, hein, ouais. voilà, qui a une antenne à Abu Dhabi et qui reproduit les mêmes curriculums que à Paris. C'est pas vrai? Oui. Ah, c'est les mêmes. Donc, on peut faire une licence de gestion, des masters de gestion, etc. Donc là, j'ai enseigné sur une première année de licence. Je cherchais à retrouver un poste de RH que j'ai trouvé chez Colas. Chez Colas, oui. Et donc là, c'était une création de poste pour structurer la région Afrique-Moyen-Orient. Et donc là, c'est quoi? C'est 8 pays à peu près? C'était 8 pays, 2000 collaborateurs, un petit peu moins, mais surtout des thématiques pays extrêmement contrastées. Donc il y avait l'Afrique du Sud, il y avait la Zambie, qui avait une thématique aussi de montée en puissance des Zambiens très forte. Et puis les pays du Moyen-Orient, donc les Émirats qui sont un peu le pays phare de cette zone. On n'était pas encore en Arabie Saoudite. Les Émirats, l'Oman et le Qatar. Excellent. Et là, tu passes finalement du géant Total Energy à tout d'un coup l'industrie des transports, Colas, du BTP. Tu es dans un univers où c'est là où ça se passe, parce que clairement, travailleurs les manuels. Émirats construisent Ouais. à l'époque, et encore aujourd'hui, énormément. Oui. Mais avec des collaborateurs qui n'ont pas du tout les mêmes métiers que ceux que tu côtoyais précédemment. Comment tu te formes un peu ta culture G? Tu prends les codes rapidement? Du coup, en parlant, en allant à la rencontre des Ouais. équipes, en se faisant expliquer ce qu'ils font, leurs contraintes. Alors la thématique aux Émirats, parce que les métiers de la route, finalement, ils sont, comment dire, on les comprend relativement vite. Enfin, la construction d'une route, c'est quelques étapes identifiées avec des métiers identifiés. Par rapport à Total, j'avais un référentiel d'emploi qui était de 50 emplois par rapport à Total, où rien que dans la branche raffinage marketing, on était à 500 plus emplois différents. Donc facile. Donc, plus simple. Mais ce qui n'était pas plus simple, c'est le fait que 80% de notre workforce n'était pas émirienne, par définition. Venait de l'Inde, du Pakistan, du Népal, des Philippines. Et donc, ça crée pour les employeurs ce qu'on appelle la duty of care. C'est-à-dire qu'on est responsable de l'employé sur toute sa vie quand il est sur le territoire des Émirats. C'est un délit. Voilà. Donc, on doit le loger, on doit le nourrir, on doit le soigner. On doit s'occuper de lui entièrement. Et quand le Covid arrive, forcément, la duty of care, elle prend une autre signification. Oui, c'est ça, parce que tu as vécu la crise sanitaire. J'ai vécu la crise du Covid. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter? Alors, on a eu beaucoup d'employés. Il y a eu un effet un peu panique au début sur l'arrivée de la maladie, surtout sur des populations qui n'ont pas forcément le recul et la connaissance et la capacité à trier dans les informations ce qu'on recevait. Donc, une espèce de vent de panique dans les équipes en disant « mais je veux m'en aller, je veux retourner chez moi, etc. etc. » Donc, expliquer. Donc, on a monté en ligne très vite. On invitait des médecins, on invitait des responsables de leurs ambassades pour leur expliquer ce qui se passait, de ne pas s'inquiéter, qu'ils allaient être pris en charge. Enfin, on a fait beaucoup d'accompagnement des équipes en ligne. Parce que sur ces populations, il faut bien expliquer, elles nourrissent aussi leur famille au pays. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu aussi sociétal. Voilà, donc un enjeu d'éducation autour du Covid, de la façon dont on les prendrait en charge s'ils venaient à tomber malades. Premier axe. Deuxième axe, gérer les employés qui sont tombés malades et qu'il a fallu isoler ou envoyer à l'hôpital. Ça, c'était le deuxième axe. Et le troisième axe, malheureusement, gérer ceux qui avaient des problèmes touchant leur famille, avec potentiellement des décès de proches et avec l'impossibilité pour eux de repartir dans ces pays-là. Parce qu'à l'époque, les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées. Donc, gérer sur ces trois aspects, l'accompagnement et entourer nos collaborateurs du mieux qu'on pouvait. Ouais, une expérience super forte. Oui. Et
après, du coup, c'est le grand retour en France. Oui. Alors, comment ça se passe quand on revient en France avec... Alors, j'imagine que tu avais quelques allers-retours durant 20 ans, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est un choc culturel? Est-ce qu'on doit se réhabituer aux Français et au charme? Oui, c'est un choc culturel et c'est un choc aussi par rapport comment dire, au monde du travail. Je reviens en France, j'ai plus de 50 ans. 51 ans à peu près. Donc, je comprends que pour moi, retrouver du travail, ça va être très long, très compliqué. C'est très français aussi. On va me proposer ce regard de sur les choses, seniors, pour m'accompagner, etc., etc. Que je ne dois pas avoir d'objectifs trop ambitieux de reprise de travail. Il faut que je me donne au moins 18 mois, voire 24 mois pour retrouver un emploi. Très bien, j'ai écouté, j'ai serré les dents parce que j'étais pas en situation où je pouvais dire autre chose que ça. J'ai mis 3 mois à retrouver un emploi. Ah oui, Fast and Furious, quoi. Voilà. Mais en fait, ça m'a interrogée quand même sur la relation au travail qu'on peut avoir en France, en Europe. En France, probablement. On est très diplôme, on a quand même un très fort jeunisme aussi, on a des vrais tropismes. Oui. Et du coup, je pense qu'on se prive d'énormément de talent. Oui, je pense qu'il y a... Voilà, il y a des choses, des barrières qu'il faut faire un peu tomber. Il faut être ouvert à tous les profils, chacun. Comment dire, un de mes critères quand je regarde un candidat, c'est l'envie. Au-delà des hard skills, des soft skills, etc., l'envie de rejoindre, l'envie d'apprendre, l'envie de se développer. Et ça, l'envie, c'est à tout âge. On peut avoir des jeunes qui n'ont pas du tout envie de rien du tout, des vieux qui n'ont pas du tout envie de rien du tout, et l'inverse. En fait, donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de personnalité. Et ça, c'est un puissant moteur dans l'apprentissage. Il y a eu le salon Learning Technologies il y a pas très longtemps. Il distinguait, je crois, les native learners, les passives, et puis ceux qui voudront jamais apprendre. Et on voit bien que dans les typologies, en fait, l'envie d'apprendre, c'est quelque chose qu'on a en soi. Alors qu'on peut aider, qu'on peut développer, etc. Mais ça, c'est un vrai levier, en fait, de recrutement de personnes qui vont être capables de s'adapter, qui vont avoir envie de comprendre, de s'adapter, et de contribuer à l'entreprise. Mais je te rejoins, c'est l'OCDE qui avait fait une étude il n'y a pas longtemps qui est géniale, qui est dispo en anglais. Et ils avaient étudié sur 20 ans, tu vois, les trajectoires personnelles d'un petit groupe de panel. Et quelles étaient finalement, tu vois, les 5-6 qualités, compétences humaines qui font que tu surperformes plus tard et tu deviens un lifelong learner. Et l'envie était la première. Le fait d'avoir envie d'apprendre, de te dire, tiens, c'est le point de départ de tout, en fait. Exactement. Donc, nous, en tant que professionnels de cette fonction-là, on doit donner les conditions d'apprentissage, alors les plus variées, on va en parler, de format, d'accessibilité, de contenu, de s'adapter au mode d'apprentissage des uns et des autres. Mais après, le petit... le moment où on passe à l'acte, c'est une personne qui décide de s'engager dans l'apprentissage parce que ça fait sortir sa zone de confort, parce que ça développe les compétences, ça développe pas que l'employabilité, ça nous développe en tant que personne. Plus largement, en fait. bien sûr. Voilà. Et alors là, du coup, maintenant, tu es chez Expleo du coup, qui travaille pour des grands clients, type Airbus, Stellantis, Thales, je ne vais pas tous les citer. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu as structuré aujourd'hui ton équipe? Je crois que du coup, vous avez un premier noyau dur qui est basé du coup en centrale, et ensuite tu t'appuies sur des réseaux locaux. Donc nous, on est les rois du local. Local, j'adore, j'entends ici. J'adore ce terme. Donc, déployer au niveau du groupe, ce qui fait sens au niveau du groupe, donc ce qui va faire sens pour n'importe quel employé chez Expleo. Donc, par exemple, on a lancé un programme d'induction au groupe, donc Global Onboarding Program en anglais, dans le texte, qui permet à tout nouvel arrivant chez Expleo d'avoir, d'être passé un peu à la moulinette, les valeurs Expleo, les contenus de formation obligatoires aussi, parce que nous, on intervient donc pour des grands comptes, donc on a des impératifs de comportement éthique, de protection des données, de information security très important. Donc, on leur fait ça. Mais on ne fait pas que ça. On organise aussi un moment d'interaction live avec un membre du leadership d'Expleo pour incarner Expleo auprès de tous nos nouveaux arrivants. Parce qu'il y a un programme d'onboarding via des e-learning, ça peut être très aride. Ouais, il faut un peu c'est commun, de synchrone. Mais c'est efficace, c'est un format qui fonctionne bien, c'est des petits modules, mais pour incarner ce qu'est l'entreprise,
la meilleure façon de l'incarner, c'est de faire parler les Montrer le personnes visage, du leadership. Donc et ça marche très bien. On animait justement le 3e call avec un membre de notre Excom la semaine dernière. Ah, c'est 250, c'est niveau Excom carrément qui s'implique. Oui, Excom, ouais. 250 participants. J'ai compté les pays. Je leur ai dit, alors mettez dans le chat le pays depuis lequel vous vous connectez. J'en ai compté 15. Ah, c'est énorme. En même temps. C'est grande messe, quoi. Oui. Et du coup, tu laisses ensuite la main à tes entités locales? Et au local, donc bien sûr, pour être réactif par rapport à des besoins clients particuliers, donc il faut qu'ils aient cette autonomie et cette souplesse de pouvoir développer aussi une solution qui fasse sens, mais en bonne intelligence avec ce que nous, on peut développer au niveau du groupe. Donc, il y a cette espèce de check qu'on fait régulièrement en disant, voilà, nous, on travaille sur ça. Est-ce que vous avez une solution en local ou pas Et du coup, une interaction entre l'équipe groupe et les équipes locales pour identifier les best practices, qu'elles soient locales ou globales. S'assurer que le tout soit le plus efficient possible. Et du coup, tu travailles un peu avec tous les fuseaux horaires, parce que tu me disais, tu as un petit bout de ton équipe qui est basée au Caire, tu en as en Inde, etc. Et du coup, toi, tu es très, très relax sur le télétravail. Et tu me disais, voilà, moi, je fais confiance a priori. Oui, c'est ta culture. Moi, c'est mon postulat quand même, en tant que professionnelle, mais en tant que personne aussi. Donc, ça m'a joué des tours, il ne faut pas se mentir. Mais il n'empêche que je préfère faire confiance a priori que l'inverse. Ce qui veut dire que dans mes collaborateurs, dans ma gestion de travail, je considère que chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, je donne la route, la direction, ce que j'en attends. Et la façon dont le collaborateur s'organise pour délivrer, finalement, lui appartient. Donc, il y a un... T'es pas dans le micromanagement, là, j'ai l'impression. Je suis pas du tout dans le micromanagement. Par contre, c'est... Comment dire ? Il y a quand même une barrière, il y a une clôture autour de cet espace. Il y a une clôture qui est un peu. Ligne rouge, c'est-à-dire que c'est pas le livrable n'est pas là au moment où on me l'avait dit, j'ai pas été alertée. Ça fonctionne pas. Le corollaire de la confiance, c'est que moi je suis au courant si ça va pas, s'il faut qu'on retarde pour X ou Y raison. Enfin, voilà. T'es plutôt dans la responsabilisation, mais t'es pas dans le lâcher prise total. Tu poses un cadre et t'attends des feedbacks réguliers, un reporting. Quoi. Oui, c'est ça. Qui soit comment dire, pas trop pénible non plus. On a besoin de reporting, mais il faut que ce reporting fasse sens, en fait. Le KPI pour le KPI, pour moi, si on l'a pas expliqué, si on le met pas en contexte et qu'on n'explique pas à quoi il va servir, le KPI, finalement... sera pas un Key Performance Indicator, sera juste une contrainte de plus qu'on impose aux équipes. Dans mon start-up, on avait ça un peu les vanity metrics, tu sais, c'est chiffres un peu pour se faire plaisir, mais qui ne veulent pas dire grand-chose, quoi. Oui. et du coup, tu as une garde rapprochée, une quinzaine de collaborateurs. Oui. Tu as quel type de compétences dans cette équipe ? Alors, différentes. J'ai quelqu'un qui est sur la partie talent development, donc c'est une jeune femme qui vient d'univers entreprise du CAC 40, donc qui a déployé des programmes de gestion des talents dans plusieurs pays, donc qui est très familière. Elle est brésilienne. Elle parle français, espagnol, portugais, anglais. Enfin, elle est totalement internationale. Donc, elle a ce que je recherche, c'est-à-dire elle a la compréhension de ce qu'est le terrain, des spécificités du terrain, et en même temps, ayant travaillé dans le siège de ses précédentes entreprises, elle sait ce qu'on va pouvoir demander de façon intelligente. Donc, pas vouloir coller un modèle groupe sur tous les pays, c'est pas intelligent. Et en même temps, structurer à minima sur des principes communs, des valeurs communes, des process communs. Pas forcément les mêmes outils. Si on n'a pas les mêmes outils, c'est pas grave. Mais si on se met d'accord sur la méthode et le résultat qu'on attend, finalement, on ait un outil ou pas, deviendra moins gênant. Voilà. Donc ça, c'est son profil à elle. Ensuite, sur le parti académie en tant que telle, j'ai des personnes qui sont des expertes du L&D. J'ai une équipe e-learning en Égypte interne. Donc, j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai une équipe de 5 personnes qui bâtit tous nos contenus digitaux, mais pas que, qui sont très créatives. Donc, ils me présentent régulièrement les innovations de l'intelligence artificielle, donc les avatars, les voix,
Je trouve ça juste fantastique. On fait beaucoup de veille. Vraiment, je leur demande de faire des ChatGPT voilà. et autres. Ouais. Donc, j'ai une équipe qui fait de l'e-learning. J'ai 2 instructional designers, donc ingénieurs pédagogiques, qui sont un plus technique et un plus soft skills, leadership, management, skills, culture, identité. Voilà un peu les profils que j'ai. Et dans les pays, on a des profils différents. Donc, et ça, c'est un travail aussi à faire, c'est-à-dire de passer de la formation. Je suis administrateur de formation, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue, les gens s'inscrivent, je les inscris, ils font leur formation. Monter en compétences pour devenir conseil par rapport à ton besoin. Tu as toujours fait ce programme-là, est-ce que nous, on ne peut pas te proposer autre chose? Un autre format? Une autre modalité d'apprentissage? Là, on a lancé tout un projet autour d'une plateforme en ligne qui n'est pas Coursera, qui est l'équivalent, qui est Udemy. Je leur demande de monter en compétences pour aller voir dans ces catalogues ce qui existe et ce qui pourrait faire sens par rapport aux besoins en formation de nos collaborateurs. C'est une vraie bascule, je m'arrête quelques instants parce que c'est une tendance de fond. On change de métier. On n'est plus sur juste un métier de je suis admin d'un outil ou d'un catalogue que je pousse, mais vraiment avec une expertise plutôt de conseils, de recommandations, de prescriptions vis-à-vis des apprenants finaux. Exactement. Donc, quelque part, les empowerer, je m'excuse un peu des anglicismes. J'aime bien ce mot empowerment, mais il est intraduisible. Mais voilà, c'est leur donner un peu plus de responsabilité, de guider, de conseils, en fait. Ton besoin est identifié. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir te proposer une solution d'apprentissage? C'est bien la solution et pas le programme qui corresponde à ton besoin. Et là, du coup, tu t'es fixé une espèce de feuille de route sur les prochaines années où tu te dis, OK, voilà ce que j'aimerais développer, ou ça plutôt, j'aimerais peut-être réduire la voile. Alors, le gros sujet, ça va être la personnalisation des offres, rendre notre offre la plus pertinente par rapport aux différents profils des collaborateurs, personnalisation, multiplicité des formats. Donc, on parle du format audio, vidéo, micro-modules, programme certifiant, donc être capable d'offrir une palette de solutions d'apprentissage. Et évidemment, je m'intéresse beaucoup à tous les développements autour de l'intelligence artificielle. J'ai écouté là, il y a quelques jours, un webinaire de Josh Gerstin, que tu connais bien. Et alors lui, il est américain et comment dire, j'adore l'enthousiasme des Américains sur les nouveautés. Là où nous, on va dire, oh là, on est plus blasé, plus sceptique. Attention, copyright, et ci et ça, eux vont voir les opportunités de ces nouveautés. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque, il y a des risques, mais ils sont plus verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc, dans le verre à moitié plein, ils disent, mais attendez, en termes d'identification de contenu pertinent que ça va vous permettre, de mise en forme de solutions d'apprentissage personnalisées. On sait qu'aujourd'hui, certains apprennent mieux par l'audio, certains apprennent mieux par le vidéo, certains apprennent mieux en lisant, certains réagissent mieux à des quiz, à de la mise en situation. Tout ça, l'IA va nous permettre de faire. Alors, à voir encore comment, mais il y a des promesses c'est l'accompagnant, en fait. Il faut voir l'IA comme l'accompagnant, le buddy, qui va nous aider à être plus performants dans les solutions qu'on propose. Ça, moi, je suis très intéressée par ça. Et il y aura vraiment, dans les années à venir, ceux qui ont regardé le train passer et ceux qui ont appris à s'en servir. Exactement. Et on voit émerger déjà des nouveaux métiers, prompt engineer ou autre. Et on s'aperçoit qu'il vaut mieux prendre le train en marche maintenant. Oui. Et dans le groupe qui participait au webinaire, quelqu'un qui disait, mais moi, attendez, je n'ai pas attendu, je le fais déjà. Ouais. Et ça m'a interloquée, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que moi, je ne devrais pas commencer à le faire tout de suite? Et en plus, c'est vraiment, les premiers pas sont très faciles. Nous, on s'y est mis depuis maintenant quelques mois. Et on peut pousser maintenant en technicité, mais il y a des choses extraordinaires à faire. Alors, c'est assez fascinant. Et en même temps, c'est parfois aussi un peu flippant parce que tu dis, les potentialités sont incroyables. Mais je reste confiante dans le fait qu'il y a encore de la place pour l'humain. Oui, tout à fait. Et donc, ça, c'était l'autre réflexion qu'on partageait tout à l'heure.
Pour la première fois, j'ai entendu parler des human skills par opposition aux hard skills. Donc, j'ai compris qu'on faisait référence aux soft skills, mais je me suis dit, il y a un changement sémantique intéressant, où tout d'un coup, on va prendre comme postulat que finalement, les compétences techniques, honnêtement, on va pouvoir, grâce à l'IA, avoir le mieux du mieux, le plus à jour possible. On ne pourra jamais être en compétition avec ça. Il faut quand même être relativement réaliste sur le sujet. En revanche, une IA ne sera pas capable de m'expliquer comment être empathique, de me générer de l'émotion, de développer mon intelligence émotionnelle, de développer mon esprit critique. Donc, toutes ces qualités-là, qui sont vraiment les qualités humaines, j'espère en tout cas, vont être de plus en plus demandées, sollicitées. Et là, nous, on va être très sollicités, nous, en tant que Learning and Development, parce qu'on offre des solutions intéressantes là-dessus. Et donc, l'esprit critique, c'en est une. Je suis très attachée à analyser et comparer et toujours garder son recul par rapport à ce qu'on lit. Là, aujourd'hui, c'est plutôt la profusion d'informations que l'inverse. Donc, comment est-ce que je fais le tri dans ce qui va être pertinent, pas pertinent? Les fake news et les deepfakes, bien sûr. Exactement. Et alors, Véronique, on arrive sur la dernière partie de cet épisode. Oui. Tu travailles avec des time zones très différentes, tu as Oui. des enjeux internationaux. Oui. Est-ce que tu t'es mis une morning routine où tu te réveilles à 5h du matin pour commencer à bosser ou tu arrives à débuter ta journée de façon un peu plus relaxe? Je suis plutôt lève-tôt de tempérament, donc ça, c'est pas problématique. Alors, ma routine en semaine de travail, je dirais que j'aime bien commencer tôt, j'ai encore des enfants à la maison. C'est quoi pour toi? 6h, oui, 6h30. Ouais. Miracle Morning, on n'était pas loin, c'est 5 heures. J'ai encore une collégienne, un lycéen à la maison, donc j'aime bien être présente. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais mes enfants sont une grande source d'apprentissage pour moi aussi. Je les vois évoluer, je vois comment eux apprennent et c'est pour moi une vraie source d'inspiration dans mon travail. Ensuite, je lis beaucoup. Je préfère les transports en commun plutôt que d'aller en voiture pour la bonne raison que c'est du temps qui me permet, moi, de me mettre à jour sur des sujets. Écouter le dernier Hacking HR, par exemple. Je le prends. D'écouter, j'écoute différents podcasts auxquels je suis abonnée. Je lis sur LinkedIn, il y a énormément de contributions très intéressantes qui sont faites. Donc ça c'est à la fois mon sas entre... Ton temps transport, c'est ton temps aussi de veille, de lecture. Okay. Voilà. C'est mon sas entre chez moi et le travail, quand j'y vais, pour lire, pour me documenter, pour toujours apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Et quand je suis en télétravail, c'est aussi des temps, des petites pauses que je fais dans ma journée pour inspiration, veille, exactement. Excellent. Donc tu te fais pas déborder durant tes vacances et tu arrives à être en mode je ne regarde pas mes mails. Alors, bon, pas exactement, ça serait mentir. Ça serait mentir. Dans une roadmap de transformation, on a toujours un peu des choses qu'on a à faire. Mais je dirais que moi, lire sur mon secteur, c'est pas une contrainte. Enfin, c'est un goût, en fait. Donc, pendant les vacances, écouter un podcast que tu peux faire ou lire le dernier post de Joss, pour moi, c'est pas, comment dire, je veux pas me mettre en avant, mais c'est mon goût. Oui, t'es passionnée, donc tu t'alimentes et ça fait partie de ton... Voilà. Donc, pas que. Je lis aussi ce qui se passe en économie, en international, etc. Mais voilà, pour continuer d'apprendre, en fait. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Est-ce qu'il y a eu des bouquins? Alors, tu parlais récemment de ton webinaire du coup, avec Josh. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur que tu pourrais nous partager ou... Alors, il y a une dame que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Barbara Proust, qui est la patronne du learning de Siemens. Voilà, qui fait des posts, qui a déployé une plateforme. Je me suis dit, c'est un compte LinkedIn à suivre. Oui, un compte LinkedIn, ouais, je recommande. Elle me connaît pas, c'est pas grave. Allez, on n'a pas besoin, s'il te plaît. Qui est-ce que je suis aussi ça, c'est une connaissance, mais il se trouve qu'il a un gros job chez Segos maintenant, c'est Guillaume Huot. Et donc, j'aime beaucoup ce que fait Segos, la façon dont Segos se reconfigure dans l'offre de formation. Donc ça, c'est quelqu'un que je suis à titre professionnel et amical. Un deuxième compte. Voilà.
Ensuite, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, mais qui n'est pas dans le monde du L&D, c'est Christine Lagarde, voilà, en termes de modèle. Incroyable. Et qui est sur Instagram, et son compte est aussi super. Ouais, ça c'est vraiment pour moi quelqu'un qui est à la fois très pro, extrêmement féminine, donc qui essaye pas de jouer sur le terrain des hommes, enfin voilà, sur le grand terrain de la diversité dont on va peut-être pas avoir le temps de parler, mais moi j'ai toujours totalement détesté le fait d'être assimilée à de la diversité. Je trouve que c'est pas le sujet. Je dis pas qu'il n'y a pas un sujet sur la progression des femmes, mais je trouve que nous cataloguer comme ci, comme ça nous rend pas forcément service. Et que Christine Lagarde est quelqu'un qui, justement, a fait son chemin sans se poser la question de se dire est-ce que je plais, je plais pas. J'avance avec mon mode à moi. Mon style. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très inspirant. Ouais, très inspirant. Sacrée femme. Ouais. Et merci beaucoup, Véronique, pour ce super retour d'expérience. Moi, il y a une phrase que je retiens qui m'a beaucoup plu. Tu m'as dit à un moment, l'envie est à tout âge. C'est une question de personnalité. Et c'est un puissant levier. Et j'adhère complètement. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Véronique. Merci, Béatrice. Et à très bientôt, amis de la RH. Merci.